Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour Christelle. En cette semaine sandwichée entre deux journées de top 14, nous allons nous pencher sur le cas de Montpellier, leader contrasté comme on dit, capable du meilleur comme du pire comme on dit aussi quand on ne recule devant aucun cliché. Puis on passera au cas d'Oyonnax et Brive qui se rencontrent ce week-end dans une sorte de finale pour le maintien, en se demandant si tout sera plié dès samedi soir. Et on terminera avec l'affaire Spedding, la fédération vient de refuser le statut de GIF et qui nous permettra de s'interroger sur ces fameux GIF. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Olivier Bienfait. Bonjour Olivier et bienvenue pour ta première. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Philippe Bayeriès, notre envoyé spécial permanent à Montpellier. Bonjour et bienvenue aussi pour ta première aussi, Payot. Bonjour à vous tous. Et Clément Dossin, habitué certes, mais qui reste le bienvenu. Bonjour Clément. Il n'y a que des bisous en fait, aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup la voix suave d'Olivier. Moi, j'aime beaucoup l'accent chantant de Payot. De physique de radio. Ouais. C'est bon, vous avez fini les amabilités, on peut y aller ? On peut y aller. Eh bien c'est parti, vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Ne reculant devant aucune originalité, on va commencer par le premier thème. Et Montpellier, premier club d'ores et déjà qualifié pour la phase finale. Montpellier leader du top 14 avec 76 points, soit 6 de plus que le deuxième, le Racing, et 31 de plus que le champion de France en titre. Voilà. Le MHR, c'est des grands noms, beaucoup. Les frères Duplessis, Stein, Pinard, Cruden et français même parfois, comme Picamol. Le MHR, c'est 16 victoires en 23 matchs. C'est une invincibilité à domicile en top 14 qui dure depuis 24 matchs. C'est aussi un petit côté africaneur qui s'estompe depuis le départ du coach de l'an passé, le Sud-Africain Jack White, qui avait ramené à peu près la moitié de l'Afrique du Sud avec lui. Il avait aussi ramené un jeu qu'on va pudiquement qualifier de restrictif. Son successeur Vern Cotter est plus joueur, ce qui explique peut-être les 10 points de bonus offensif décrochés par les Héroltais. Zéroltais, Payot ou Héroltais ? Non, les Héroltais. Les Héroltais, ok. On fait la liaison, oui. Mais le MHR, c'est tout ça et c'est aussi des trous d'air parfois. Alors Payot, justement, toi qui suis le MHR depuis longtemps, t'en penses quoi de ce Montpellier ? C'est une vraie terreur qui va marcher sur la phase finale de ce top 14 ? Bon, terreur, je sais pas, c'est une grosse équipe qui sera assurément candidate à quelque chose d'intéressant, comme l'est Toulon, comme l'est le Racing. Après, voilà, ils sont en tête, ils jouent plutôt bien, ils font certes quelques erreurs encore, mais je pense qu'il leur faut encore un tout petit peu de temps pour pouvoir rivaliser sérieusement avec ce qu'on a vu hier soir, par exemple, entre le Racing et Toulon. Je pense que c'est encore un tout petit peu en dessous de ça au niveau du jeu, il me semble en tout cas. Ce qui est paradoxal en fait avec cette équipe de Montpellier, c'est que elle est leader maintenant. Je ne sais pas si Payot a les stats en tête, mais depuis un sacré nombre de journées, elle avait attaqué la saison tambour battant et voilà, elle est vraiment très installée dans ce fauteuil de leader. Et pourtant, contrairement à Clermont ou à La Rochelle la saison dernière, contrairement au Toulon de la grande époque, il se dégage pas de cette équipe quelque chose d'autoritaire, enfin d'incontournable, voilà, je peine aujourd'hui à en faire un favori indiscutable de la phase finale, malgré ce statut de leader pourtant affirmé, quoi. Oui, ouais, en fait, moi, il me semble qu'ils continuent de travailler. Ils n'ont pas terminé. Ils avancent. Il leur reste 3 journées encore et ils continuent à faire quelques réglages, quelques tests, à essayer quelques associations. Et ils ne sont pas inquiets parce qu'il n'y a aucune raison d'être inquiété. Pour répondre à ta question tout à l'heure, ils ont fait 18 journées en tête et les 5 autres, ils étaient dauphins. Donc voilà, ils ont fait une belle saison quoi qu'il arrive. Mais il leur manque encore quelques petits ajustements entre Cruden et Pienard. Il va falloir aussi... c'est la charnière. Ouais, c'est ça. Il y a encore quelques petits ajustements, mais ils ne sont pas inquiets parce qu'il leur reste 3 matchs. La seule question qui se pose, et qu'Elian Galetier l'a parfaitement posée hier à l'issue de la rencontre, c'est
de quoi sont-ils capables sur un terrain neutre en demi-finale contre une grosse équipe? Ça, ils n'ont pas trop la réponse pour le moment. À domicile, ils sont intraitables, même si la série de 24 victoires, il faut la nuancer avec la défaite en barrage l'année dernière contre le Racing. Mais voilà, à domicile, ils sont forts. À l'extérieur, pour le moment, ils n'ont pas des statistiques qui sont flambantes, quoi. Ils sont pas mal, mais voilà, ils ont perdu chez des équipes très mal classées. Et là, le fait qu'ils jouent à Marseille contre Toulon samedi, c'est un vrai test. C'est quasiment pour eux le moyen de montrer ce dont ils sont capables et savoir si vraiment on peut compter avec eux comme il faut bien le dire, comme un candidat au titre, tout simplement. Payot, tu dis un truc intéressant, c'est qu'ils sont encore en phase de travail. Il faut quand même rappeler que c'est la première saison de Vern Cotter, donc on ne transforme pas un jeu du tout au tout en une saison. Le chantier était colossal parce que, tu l'as dit Christelle en introduction, il est arrivé dans un club dirigé par Jack White avec un jeu, voilà, on pensait ce qu'on veut, mais qui était effectivement assez restrictif. Et je me souviens, en début de saison, on avait fait l'analyse du jeu. Après 5 journées, ils étaient leaders avec notre consultant Jean-Baptiste Elissalde, et qui disait qui n'est pas décédé, qui n'est juste plus notre consultant, qui vogue vers d'autres galères. Et il disait que Vern Cotter était intelligent dans sa manière justement de transformer petit à petit le jeu il faisait pas table rase du passé, et surtout il s'appuyait sur les forces existante du club, qui était avant tout une grosse conquête, de la puissance physique qui existe toujours, et que ça allait prendre du temps pour amener un jeu un peu plus ambitieux. Vous savez que j'aime bien les stats, je me suis penché vite fait sur les stats du club. Il y a quand même une stat qui m'interpelle, moi, c'est la deuxième équipe qui fait le moins de passes du championnat. Il n'y a que Brive qui fait moins de passes que Montpellier, en moyenne 120 par match. Alors ça veut pas tout dire, se faire des passes, mais c'est une équipe qui finalement est presque parfois plus à l'aise sans le ballon qu'avec le ballon. Elle le rend beaucoup au pied, elle a des joueurs qui ont un gros jeu au pied, Pinard, Cruden, Stein, Nadolo parfois, enfin voilà. Et Mogg, ouais. Et du coup voilà, c'est pas une équipe qui impose son jeu, comme je faisais la référence à Clermont ou à La Rochelle l'année dernière, quoi. J'ai envie de dire que c'est pas forcément une équipe qui impressionne par sa flamboyance, le côté spectaculaire de son jeu, mais c'est un bloc tant devant que derrière, systématiquement impressionnant, quoi, par sa puissance, sa solidité. Et voilà, c'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est pas Clermont, le Clermont qu'on a connu il y a quelques mois, c'est pas Toulon parfois, c'est très très solide, quoi. C'est du béton. C'est du béton. Et puis c'est aussi des joueurs qui sont habitués à jouer des phases finales, soit en Super Rugby, soit en sélection. Et on le sent très clairement, à l'exception du match à Toulouse, depuis un mois, ils sont tous montés en puissance. Et on avait vu que le cousin de Cruden jusque-là, et on voit le vrai Aaron Cruden depuis un mois. Donc Pienard, il y a un niveau exceptionnel. Mogg, depuis qu'il sait qu'il ne devrait pas rester à Montpellier la saison prochaine, il est magistral. Donc voilà, j'ai l'impression que ces gars-là ont décidé aussi de faire quelque chose de grand cette saison, parce que il faut pas oublier non plus que des gars comme Stein, comme Bismarck, Duplessis ou son frère Gianni, ils vivent leur dernière saison à ce niveau-là. Donc ils ont envie de sanctionner ces bons moments qu'ils partagent par un titre, j'en suis certain. Et on le voit dans leur capacité contre La Rochelle, contre Castres, à élever leur niveau de jeu et à réussir des choses et à tenter des choses qu'ils ne tentaient pas auparavant. On voit vraiment qu'ils sont concentrés et qu'ils sont déjà tournés vers ces phases finales. Mais je retiens quand même que Brive a fessé le MHR au cœur de l'hiver. Ouais. C'était en décembre. Une belle leçon. Moi j'émettrais une petite réserve aussi sur la fin de saison, dans le sens où, tu le disais, Payot, c'est une équipe qui a besoin de travailler. Et je pense que c'est une équipe qui a besoin de jouer, en fait, de jouer le plus possible. Et d'autant que Vern Cotter a plutôt bien géré son effectif, qu'ils n'ont pas trop de blessés, malgré tout. Oui, ils ne sont pas fatigués en Coupe d'Europe. Ils ne sont pas fatigués en Coupe d'Europe. Mais c'est justement là où je voulais en venir, c'est-à-dire que là, ils vont avoir un trou le week-end d'après en 8 avec la demi-finale de Coupe d'Europe, et de nouveau un trou que je pense est très dangereux le week-end des barrages, puisqu'ils vont a priori faire partie des 2 premiers directement qualifiés pour les demi-finales. Et je pense qu'en fait, pour Montpellier, c'est un piège. D'abord, statistiquement, depuis 10 ans,
Je crois qu'il n'y a que 50% des équipes directement qualifiées qui sont devenues championnes. Donc ça c'est pas du tout une garantie sur le fait et d'aller en finale et de remporter le Brennus. Et moi, je crois que voilà, Montpellier, le fait de ne pas jouer ce barrage, d'avoir ce trou à ce moment-là, sauf si, on verra les circonstances, ça leur permet de récupérer des blessés, mais je crois que ça peut leur être plus défavorable qu'autre chose. Ouais, en plus, je crains même qu'ils n'envoient pas à Marseille samedi l'équipe type, qu'ils laissent quelques joueurs au repos et donc qu'ils aient ce match en moins à jouer ensemble. Tu penses qu'ils vont pas faire le déplacement là ? Je pense pas pour une raison simple, c'est qu'il y a 2-3 postes sur lesquels ils sont complètement démunis, sur le poste de pilier droit, sur le poste de deuxième ligne, voire sur le poste d'ouvreur, quoi. Donc à mon avis, ils risquent de faire quelques choix encore et pour privilégier Pau et Lyon pour finir. Et donc ça voudrait dire, comme tu viens de le préciser, qu'ils s'approcheraient vers la demi-finale avec nettement moins de rythme que la plupart de leurs concurrents potentiels, quoi. Ouais, d'autant qu'ils vont jouer des équipes. Les équipes qui seront sorties des barrages seront donc non seulement des équipes sorties des barrages, mais des équipes qui seront aussi sorties d'une saison régulière, parce que là, on sait que c'est très serré donc des équipes de mort de faim. Alors peut-être que ce sont des équipes qui vont y laisser des plumes, mais voilà, souvent, ces équipes-là, elles sont dangereuses. On se souvient de Castres en 2013, parce que portées par une dynamique de fin de saison où plus rien ne leur résiste. C'est en ça que je pense que c'est dangereux pour Montpellier. Et Payot, toi qui es à leur contact au quotidien, par rapport à l'année dernière, on sait qu'il y a eu quand même des gros soucis avec tout le staff Sudaf. Je me souviens de Gély qui avait dit qu'il avait jamais autant régressé au rugby et jamais autant progressé en anglais, par exemple. L'état d'esprit, tu sens que ça a changé un peu, toi ? Ouais, ça a changé du tout au tout, mais c'est assez surprenant d'ailleurs de voir l'image que renvoie Montpellier au travers des affaires, au travers de la gestion de son président, etc., et celle qu'il y a vraiment dans le vestiaire et sur le terrain. Ce sont deux mondes très différents. On a l'impression de l'extérieur qu'ils ne se côtoient jamais, et c'est là où Verne Cotter est très fort. Moi, j'ai souvenir l'année dernière et même les années d'avant, même à l'époque Galtier, où quand on allait là-bas, on sentait un club neuf, sans trop d'histoire, il n'y avait pas l'atmosphère rugby qu'il peut y avoir partout ailleurs. Elle y est cette année, quoi. On le sent vraiment, elle y est. Les joueurs entre eux, même si Aouas et Bismarck Duplessis ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais on sent que ils sont vraiment bien ensemble, et comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont envie de faire quelque chose ensemble, quoi. Ils ont vraiment envie de sanctionner cette histoire, cette arrivée de Verne par quelque chose de bien, quoi. Et puis bon, Verne, il s'est pris au jeu aussi, quoi. Il a mis du temps. C'est pas son équipe à Verne, donc il a mis du temps à se l'approprier, à trouver les bons équilibres, et voilà. Aujourd'hui, ça marche, ça tourne, et puis voilà. Donc moi, je pense que ça, c'est un élément qu'on minimise un petit peu, quoi. Je crois que Verne, quand il était arrivé en France la première fois, il avait fait une finale. Voilà, il va vouloir faire au moins aussi bien pour sa première avec Montpellier. Je dis bien au moins aussi bien parce que personne ne le dit ouvertement, mais on le sent, quoi. On sent vraiment que ces gars-là, ils ont envie de faire quelque chose, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire. Depuis 2011 et leur finale, ils ont systématiquement été en phase finale, sauf il y a 3 ans sur la première vraie saison de White. Mais ils ont toujours été en phase finale, ils ont toujours mal négocié pour des petits problèmes. Des fois, ils ont été pris au rugby, d'autres fois, ils se sont un peu plantés dans les règlements. Mais en tout cas, là, cette année, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis tout ce qu'il fallait pour les réussir et pour aller au bout, quoi. Après, ça peut ne pas suffire, évidemment, mais j'ai vraiment pas le sentiment qu'il y a quelque chose hors l'adversaire qui pourrait venir contrarier leur plan, quoi. Moi, si je devais juste faire un pronostic, et puis on le repassera pour me faire mentir quand ils seront champions. Je les vois pas être champions cette année, mais je suis persuadé que Cotter gagnera quelque chose avec Montpellier, dans les. Oui, il a gagné avec Clermont. Dans les 2-3 ans, oui. Mais je crois que cette année, ce sera peut-être encore un petit peu juste. Plutôt. Ok, mais on va passer de la tête au pied. Au deuxième sujet, donc, avec le choc du bas de classement entre Oyonnax et Brive ce week-end. Brive a 32 points, Oyonnax 30. On va faire un petit rappel du règlement. Le dernier de la phase régulière est relégué en Pro D2. L'avant-dernier dispute un match contre le finaliste malheureux de Pro D2. C'est ça. C'est ça. Pour conserver sa place en top 14. Il restera 2 journées. Après, alors Oyonnax recevra Lyon, qui jouera sa place dans les 6. Quand Brive ira au Stade Français,
qui est pour l'heure qui a 6 points. Et comme Paris jouera à Lyon, joue à Lyon ce week-end, il est possible qu'ils ne reviennent pas avec énormément de points. On n'a rien compris, Christelle, franchement. Et voilà, c'est ça. La dernière journée, Brive reçoit Bègles, qui joue plus rien, qui pourrait tenter de faire ce qu'on appelle une Clermont, une explosion du j'en ai rien à foutre. Ça pourrait être moins facile pour Oyonnax qui ira à Castres, qui sera probablement encore à la lutte pour une place en phase finale. Voilà, donc c'est bienvenue dans la saison des contes d'apothicaire. Olivier, réveille-toi. Toi qui es le docteur Escoujou, t'en penses quoi, toi? Dès samedi soir, ça peut être plié, cette histoire de descente? Non, moi je ne crois pas. Je crois voilà, il restera 2 matchs avec un calendrier un peu plus favorable pour Brive, sur le papier en tout cas. Ouais. Brive, il va à Paris. Brive va à Paris et reçoit Bordeaux. Et Oyonnax va affronter Castres et Lyon. Ouais. Donc bon, voilà, sensiblement plus simple pour Brive. Bordeaux pourrait ne rien avoir à jouer du tout, donc. N'a rien à jouer, donc. Sauf que sur les 3 dernières journées, Oyo reçoit 2 fois, alors que Brive se déplace 2 fois. Ça, c'est quand même à prendre en compte. Bon, en tout cas, voilà, Brive équipe très mal en point au niveau du classement, mais maintenant en termes d'ambiance, de solidarité, ça reste au-dessus de la surface de l'eau, donc ils sont touchés, pas coulés. Ils sont habitués à gérer ce genre de fin de saison. On peut dire ça, depuis 2013, et leur remontée en top 14, ils sont habitués à... Quoique, les deux saisons précédentes, ils sont aux portes aussi du top 6. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, ce week-end, ça m'a interpellé, une petite phrase d'Iresh qui réunit ses coéquipiers à la fin du match contre Lyon, la défaite un peu cruelle à la fin contre Lyon, et qui dit, s'il le faut, on ira mourir à Oyonnax. On peut le prendre dans les deux sens. On ira mourir dans le sens où on ira jeter toutes nos forces, quitte à où on ira perdre et peut-être descendre en Pro D2. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que, pour répondre à ta question, Christelle, si Brive gagne, c'est plié. Enfin, si Brive gagne à Oyonnax, c'est quasiment plié, parce qu'ils auront allé au mieux, bon, je les vois pas gagner avec le bonus, mais ça peut être entre 5 et 7 points d'avance. À 2 journées de la fin, ça me semble quasi rédhibitoire. En revanche, si Oyo gagne, tout est relancé, et dans ce cas, je mettrais quand même plutôt une pièce sur Oyo pour survivre, d'autant que la dynamique d'Oyo, même si, bon, là, ils viennent de perdre 2 matchs de suite, je crois, mais est quand même bien meilleure que celle de Brive. Oui, sauf que Lyon et Castres, qui affronteront Oyonnax, ont un besoin impérieux aussi de points pour envisager la phase finale. Pour l'instant, oui, mais on ne sait pas. Enfin, tu vois, peut-être que Castres, la dernière journée, n'aura plus rien à jouer. Si d'ici là ils font quelques faux pas, donc c'est difficile de se projeter sur ces scénarios-là, mais le Brive Bordeaux peut ne pas servir à grand chose non plus. Si Oyo gagnait ces 2 matchs et que Brive perd à Paris, ça sera terminé à la 25e journée. Donc là on voit qu'on se projette un peu sur du mouvant. Vous, messieurs, s'il y a un club sur les 2 que vous préféreriez garder en top 14, vous préféreriez qui, toi, Olivier, par exemple? Je n'ai aucune idée de ta réponse. Non, oui, moi c'est Brive parce que je les suis et j'y ai quelques attaches aujourd'hui. La charrette, le café de la Poste. Je ne vous entends pas. Et puis voilà, maintenant Oyo, c'est aussi une équipe qui est joueuse, qui est emballante à regarder, qui est c'est agréable, c'est bon. Alors préférence pour Brive, mais le cœur. Mais vive Oyonnax, quoi. Oh la vache. Oh le mec. Faux cul. Oh le faux cul. Payot, toi, tu à choisir entre Brive et Oyo? Ouais, j'en sais rien. Sincèrement, Brive, c'est ce fameux rugby de sous-préfecture ou de et Oyo, c'est pas. Moi, j'en sais rien. Oyo, c'est la sous-préfecture. Ouais, non, mais bon. Snob, bobo. Oyo, j'aime bien la manière dont ils se sont reconstruits après Urios, et voilà. Mais bon, c'est. Après, je serais curieux de voir ce que ça pourra donner sur un match de barrage. Enfin, voilà, ça c'est un autre sujet, mais un match de barrage avec une équipe de Pro D2 qui arriverait costaude, ça peut être intéressant aussi, quoi. Faut que je réponde à cette question aussi. Non, moi je suis plutôt Oyo, mais c'est vraiment un critère
esthétique en fait, j'ai envie de dire. J'ai rien contre Brive, mais c'est vrai que ce que propose Oyonnax depuis le début de la saison est vraiment chouette. J'ai vu quelques-uns, notamment un moment où ils perdaient des matchs, où ils faisaient des matchs nuls spectaculaires. Il y avait un match nul contre Clermont à plus de 30 points, un match nul contre La Rochelle à plus de 30 points, une courte défaite à Paris, 37-33 de mémoire. Enfin, c'est un club qui a décidé de jouer, qui n'a jamais renié ça malgré les mauvais résultats. Ça lui a d'ailleurs permis d'aller chercher ou des nuls ou des petits bonus qui sont en train de faire la différence. Ça les a maintenus en vie. Et puis à un moment, ça a basculé. Ils ont commencé à gagner des matchs, toujours fidèles à cette philosophie de jeu. C'est l'équipe qui possède le plus le ballon, presque 19 minutes, enfin plus de 19 minutes par match. Donc c'est vraiment une équipe qui a décidé de garder le ballon et de l'utiliser. Donc ça, je trouve, c'est tout à l'honneur de cette équipe-là. C'est notamment lié aussi à leur terrain synthétique et tout à l'honneur de son entraîneur Adrien Bononato. Donc je trouve que c'est plus plaisant en ce moment de regarder Oyo que Brive. Donc c'est le seul critère. Voilà. Et après, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, c'est pas pour ça qu'il faut que Oyonnax reste, puisque certains vont partir, je crois. Mais il y a Botica, qui est vraiment un joueur exceptionnel. Seteni, ce centre qui partira à Bordeaux, qui est très très bon. Ikpefan, Grice, Ika Elliott, on peut en dire un mot juste. Le mec est talonneur All Black. Sur le CV, il a 4 sélections. Il est talonneur All Black. Il accepte en cours de saison de jouer flanqueur pour le bien de la cause, quoi. C'est remarquable. Donc voilà, je sais pas, j'aime bien. Ça dégage quelque chose de sympathique. Ouais, tu disais que c'est plaisant, c'est chouette, que ça possède le ballon, etc. C'est très vrai, mais globalement ça perd, quoi. Donc non, mais c'est sûr. Bon. Je sais pas. Je pense que ça manque essentiellement de puissance quand même. D'accord, on reste sur ce manque de puissance et on passe au dernier sujet. Vendredi, le comité directeur de la fédération a refusé à Scott Spedding le statut de GIF. Alors un GIF, qu'est-ce que c'est ? C'est un joueur issu des filières de formation. Pour décrocher ce qui est devenu un sésame. Un joueur doit avoir passé 3 ans dans un centre de formation agréé ou avoir été licencié Fédération française de rugby au moins 5 ans à l'âge de 23 ans. C'est un système qui était destiné à protéger les jeunes joueurs français des hordes d'étrangers qui déferlent sur la Gaule. En moyenne, ils doivent être 14 sur les feuilles de match, sinon les clubs sont punis, on leur prend des sous, voire on leur prend des points au classement. Alors revenons à Scott Spedding, c'est l'illustration parfaite de la simplicité dans laquelle se meut le rugby. L'arrière de Clermont est sud-africain. Ex-briviste. Mais il a obtenu le passeport français, je me souviens plus, 2014 je crois, donc il est de nationalité française, il est international français, il a porté le maillot bleu à 23 reprises et il n'est pas considéré comme issu des filières de formation parce qu'il est arrivé à 22 ans à Brive, Olivier, mais il a fait seulement 1 an en centre de formation avant de passer pro, donc il n'a pas ses 5 ans de licence FFR avant 23 ans. Je sais pas, on marche un petit peu sur la tête, non, Olivier, Clément, alors, puisque Olivier ne veut pas me parler. Excusez-moi, je suis en train de déglutir. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est kafkaïen, on peut dire, non, dans ce genre de situation. C'est parfait. Ça l'est d'autant plus que le CNOSF, dont Spedding avait sollicité la consultation, avait émis un avis favorable à ce qu'il obtienne ce statut de GIF. Un avis qui, généralement, est suivi. Pour une durée de 2 ans, voilà, c'était vraiment du sur-mesure, on va dire, pour lui, parce que... C'était une dérogation. Voilà, parce que tu l'as dit, son cas est particulier, qu'il est international, etc., etc. Il est arrivé avant que cette loi sur les GIF entre en vigueur. Il a son passeport, enfin, il est français, quoi. On se souvient de ses larmes quand Patrice Lagisquet lui avait annoncé sa sélection. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est très, très attaché au coq, à la pintade. Et donc, oui, c'est un petit peu dommage. Maintenant, on peut aussi comprendre dans ce dossier la décision, comment dire, je trouve pas le mot, mais légitime, ou en tout cas de la Fédé, qui a peur d'ouvrir une brèche, qui a peur que ça fasse jurisprudence, que d'autres joueurs, même si je les identifie pas bien là, du même profil, s'engouffrent dans cette brèche-là. Enfin voilà. On parlait de Classen, je crois, Payot. Ouais. Oui, non, mais je disais, voilà, c'est un autre problème assez identique. Et puis au-delà de ça, il y en a plein d'autres.
je crois à Montpellier, c'est Van Rensburg qui était GIF l'année dernière, qui l'est pas cette année et qui le sera l'année prochaine. Il y a vraiment... voilà. Et comment c'est possible ça, par exemple ? Alors, je maîtrise mal le dossier, c'est extrêmement en fait, compliqué. Il était au centre de formation, il en est sorti, donc et il a pas fait suffisamment d'années en France, et l'année prochaine, il aura fait suffisamment d'années en France. Il me semble que c'est ça, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Oui, si, c'est ça, il aura les 5 saisons de, c'est ça. De licence FFR. Mais toi, Montpellier, ça fait partie des clubs qui se mettent un peu au régime sans non-GIF. On a expliqué à Mog et à Thomané, je crois qu'on les libérait de leur dernière année de contrat, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas GIF. Hein. C'est ça. Oui, parce que surtout Cousin va arriver et que derrière, il fallait faire un petit peu de place, quoi. Mais si, notamment pour Mog, parce que Mog fait le métier correctement depuis l'annonce de son départ. C'est moins vrai pour Thomané. Ils auraient aimé le garder, quoi. Ils auraient vraiment aimé le conserver, mais il fallait faire de la place, surtout que je crois que le quota va être encore plus difficile à tenir la saison prochaine. Donc, on passe à 16. Voilà, quoi. Mais c'est deux joueurs qui seraient probablement allés au terme de leur contrat s'il n'y avait pas eu ce statut-là, quoi. Ce qu'il faut dire quand même, pardon Olivier, mais ce qu'il faut dire sur l'histoire Spedding, c'est qu'on risque de ne pas en rester là. Son avocat évoque l'hypothèse d'un recours devant le Conseil d'État, et on sait que en fait la législation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est trop protectionniste aux yeux notamment des instances européennes. Voilà, on va au-delà des quotas, je crois, de 40%. Mais ils avaient estimé en Espagne, voilà, c'est ça. Sur le basket, sur le basket, en Espagne, que 40% de GIF, c'était exagéré. C'est là que je voulais en venir. Ouais. Enfin, on parlait pas de GIF en Espagne, mais de joueurs formés localement. Mais et ils avaient retoqué ça. Donc, si jamais cette affaire continue et que le dossier est porté devant les instances européennes, on peut imaginer que tout le... Voilà, que cette législation vole potentiellement en éclats, quoi. Donc ça pourrait tout remettre en cause. Et après ça a quand même des effets très pernicieux, cette histoire de GIF. Quoi. Ça fausse le marché, ça fausse la valeur marchande de certains joueurs. On sait que par exemple un pilier droit GIF... on atteint des niveaux de salaire qui sont... Parce que pilier droit, c'est déjà une denrée rare, mais alors pilier droit France, GIF... GIF ou estampillé comme tel, c'est carrément du délire. Quoi. Oui, parce qu'on rappelle qu'on n'est pas forcément français. On peut être GIF sans être français. C'est le deuxième effet pernicieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les clubs vont recruter très jeunes, au Fidji, en Géorgie, font venir des joueurs à 16, 17, 18 ans, les intègrent dans leur centre de formation, dans l'idée d'en faire des GIFs. Et donc, dans un sens, on pille un petit peu ces pays-là, et puis pour rentrer dans les clous de cette législation-là. Je me demande dans mon souvenir si Thion et Chabal même. Alors Thion, c'était un cas particulier parce que lui était passé par le basket. Il avait commencé le rugby, je crois, seulement à 20 ans ou 21 ans. Chabal, je ne sais pas. Je me demande si c'était pas leur cas. Bon, écoutez, on a fait le tour. On passe à votre match à ne pas rater ce week-end sous aucun prétexte. Quel match tu nous conseilles, Olivier, de ne pas rater ? Forcément, Oyonnax Brive, avec ce chiffre quand même. Brive qui reste sur 5 défaites d'affilée contre Oyonnax. Mais je jetterais bien quand même un œil sur Lyon, Stade Français. Tu es gourmand. Oui, on le dit. Lyon, Stade Français, toujours pareil, parce que Lyon, ils sont derrière la porte du top 6 et ils tambourinent autant qu'ils peuvent. Voilà, il y aura match. Payot, tu nous conseilles toi, ce week-end ? Moi, je regarderai plutôt La Rochelle-Castres, parce que je pense que celui qui perdra ce match ne sera pas dans les 6. Donc moi, je regarderai plutôt celui-là. Ouais. Ok. Et toi, Clem ? Je vais aller à Marseille alors pour le Toulon-Montpellier qu'on a déjà évoqué en début d'émission. Je rejoins Payot sur le fait que c'est un test. Alors maintenant, si Montpellier n'y va pas avec toutes ses armes, ce sera un test galvaudé. Et puis surtout, Toulon ne peut plus gâcher. Voilà, ils font des beaux matchs. On sent que c'est vraiment qu'il y a un potentiel monstrueux dans cette équipe. Mais autant au Munster qu'au Racing dimanche là, il gaspille et du coup on attend mieux de cette équipe.
Très bien, merci messieurs. C'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Olivier Bienfait, Philippe Bayoriez. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et à la semaine prochaine.